entendre. Merci d'être là. Je vais vous laisser vous installer tranquillement. Comme j'arrive notamment... Le PowerPoint n'apparaît pas, si c'est possible de le mettre à l'image. Comme je suis notamment un YouTuber, on va faire un selfie ensemble. Ça vous va? Alors, ceux qui ne veulent pas être sur l'image, vous cachez. Voilà. C'est vraiment pour mes archives. Alors, soyez heureux, soyez beaux. On va faire ça bien. Je ne verrai pas tout le monde. Rapprochez-vous de mes yeux, comme dans les mariages. Vous êtes prêts? Agitez les mains, comme souvent. Voilà. Vous êtes prêts? Trop tard. Bon, merci beaucoup. Si tout le monde est beau, elle sera en ligne. Alors, du coup, moi, en 2 mots, je me présente. J'écris sur la pensée critique. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronche en biais, où on parle des critiques de zététique et de rationalité. Pourquoi les gens normaux créent des trucs bizarres, essentiellement. Et on m'a demandé aujourd'hui d'avoir comme thématique, comme sujet, d'être optimiste. Et c'est un vaste programme. Je ne sais pas si je vais y arriver vraiment, mais il y a des raisons d'être optimiste quand même. Alors on va commencer par un petit test un peu à la Marie-Claire, test de l'été. Suis-je un penseur critique? Alors faites comme moi, vous allez lire les items et vous cochez si vous pensez que ça vous ressemble. Je n'accepte pas les affirmations des autres sans preuve satisfaisante. Une petite croix. Je me considère comme un esprit indépendant. J'essaie d'être objectif dans mes jugements. Je suis plutôt critique envers moi-même. Il m'arrive de douter d'avoir pris la bonne décision. Je sais reconnaître mes erreurs. Important. Je trouve qu'il est parfois maladroit de prendre parti et je n'aime pas le manichéisme, ni la guerre non plus d'ailleurs. Et je me rends compte que ces items dans cette liste pourraient correspondre à la plupart des gens et qu'il s'agit d'un effet Barnum. Voilà. Qui avait pressenti le truc avant la fin? Voilà. Vous êtes peu nombreux, mais merci d'être là avec vos bras. Bon, alors, ça c'est ce qu'on appelle l'effet, de validation subjective, et donc c'est l'effet Barnum. Alors Barnum, c'est un effet qu'on a nommé d'après Phineas Taylor Barnum, donc un homme d'affaires, politique et homme de spectacle, qui disait « Un pigeon naît à chaque minute et on peut trouver de quoi lui faire plaisir ». Donc on peut toujours plaire à tout le monde. Et l'effet Barnum a été nommé par Bertram Forer, donc pas du tout Monsieur Barnum, en raison de la loi de l'éponymie de Stigler, qui dit que une découverte scientifique ou une loi ne porte jamais le nom de son inventeur. Et d'ailleurs, Stigler, c'est lui, il dit qu'en fait, c'est une loi qui a été inventée par Merton avant lui. Voilà, mais ce n'est pas du tout le sujet dont je me perds. On va revenir à l'effet Barnum et M. Forer, qui était un psychologue américain. Et en 1949, il a fait un test avec ses étudiants en psychologie pour tester l'astrologie. Alors, si des gens ici croient à l'astrologie, je ne vais pas être méchant, mais on va en parler sereinement. Donc, il a dit... On va tester l'astrologie, mettez sur une feuille votre nom, prénom, date de naissance et tout ce qu'il faut. Je vais voir un expert, on fait un profil astrologique, et donc un jour je reviens, et il revient avec une enveloppe, le nom de l'élève, et chacun reçoit un texte. Il doit lire le texte et dire si ça lui ressemble ou pas. Entre 1 et 5, moyenne 4,2, répété, toujours pareil, 4,2. Donc ça ressemble beaucoup, donc l'astrologie fonctionne. Ou alors il y a un truc... Bon, entre nous, on est là, ça reste entre nous. Il y a un truc, c'est que chacun avait le même texte. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Ça, c'est moi. Pas pour vous, mais ça, c'est moi. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Ça, c'est moi. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas tourné à votre avantage. Qui n'est pas concerné par ça? Tout le monde, c'est bien. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. C'est un peu le « en même temps » de Macron. C'est pour ça que ça marche bien, en même temps. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait quand on vous entoure de restrictions et de limitations, ça c'est moi. Et certaines de vos aspirations tendent à être irréalistes. Voilà, donc quand on dit ça aux gens, c'est très flou et c'est positif. On ne vous dit pas vous avez mauvaise haleine et personne ne vous aime. Parce que là, on se dit, quand même, non, on prend du recul. Donc, validation subjective, c'est l'une des manières par lesquelles nous sommes biaisés. Il y en a d'autres. Alors, on va passer tout en revue. On va rester là 5 jours d'affilée. Il y a des dizaines de biais cognitifs, et donc, notamment le biais de confirmation sur lequel j'aurais peut-être le temps de revenir à la fin, mais je ne pense pas. Voilà. Nous avons des biais dans notre cerveau. Ça, c'est un graphe qu'on trouve sur Wikipédia. Et
je vais essayer de vous dire que c'est pas si grave que ça. Voilà. Mais quand même, du coup, je vais citer un grand auteur, parce que je suis avec des gens qui aiment les livres. Monsieur Descartes a dit « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Hein » Donc je reformule, on peut retirer bon sens, on met esprit critique, et c'est pareil, là c'est moi qui vous le dis, mais c'est pareil. Et quand on est comme moi, on essaie de, entre guillemets, de vendre de l'esprit critique, il n'y a pas beaucoup de demandes parce que les gens pensent qu'ils en ont assez. D'où le test au tout début, vous voyez qu'on a tous envie de valider les items du test, donc on a tous besoin d'un peu plus de pensée critique. Alors, avant de vous la vendre, ce que je ne vais pas faire pour de vrai, c'est une métaphore, on va la définir ensemble. Voici toutes les définitions disponibles. Autant vous dire que les gens ne sont pas d'accord entre eux. Les grands experts mondiaux sur la question depuis quasiment un siècle ne sont pas d'accord sur comment on définit l'esprit critique. Donc je ne vais pas trancher moi-même, je vais prendre la définition qui fait le plus consensus, celle de Robert Ennis. Il dit « La pensée critique est une pensée, bon, parce que là ça va, raisonnable, réflexive, dévolue à décider ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. » Donc raisonnable, c'est qu'on pense que c'est la raison qui est le meilleur critère pour déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on en croit. Réflexive, il y a de la métacognition, c'est-à-dire que la pensée critique, c'est une pensée sur la pensée. Je pense à comment je pense. Pourquoi je crois ce que je crois, comment je sais ce que je sais. Et c'est pas juste penser dans le vide. On a des philosophes en France qui adorent faire ça, on les pose sur un bateau de télé, puis ils dégoisent dans le vide. La pensée critique, ça débute, il faut qu'on choisisse ce qu'il faut croire. Est-ce qu'on choisit vraiment ce qu'on croit ou pas? Mais en tout cas, il faudrait qu'on puisse le faire. Et ce qu'il faut faire. Voilà. Donc la pensée critique, ça a un but. C'est que ça doit aider les gens à faire les bons choix. Et il y a deux grandes dimensions. Il y a la pensée contre soi et la défense intellectuelle contre les idées qu'on entend, les discours, les charlatans, les arnaqueurs et les menteurs. Et la première dimension, c'est la plus importante, c'est celle qui est la moins visible, évidemment, et ça nous rappelle Gaston Bachelard qui disait qu'il faut penser contre son cerveau. Voilà. En gros, c'est ce qu'on devrait tous faire, on devrait tous avoir envie de s'arrêter et de dire « mais pourquoi je pense ce que je pense ?» Or, on n'est pas vraiment entraîné à le faire, mais restons optimistes quand même. Okay. Alors, je vais tout de suite faire une mise au point. Quand je dis qu'il faut être optimiste, je ne parle pas de la pensée positive, qui envahit certainement vos bibliothèques, hein, avec plein de livres qui ne méritent pas qu'on les imprime, mais ils sont là quand même, envahissants, pénibles, avec des coachs qui vous dégoisent des trucs qui ressemblent à « sois positif, hein, sois le changement que tu veux dans le monde, hein, ne te plains pas trop s'il te plaît, prends sur toi, ça, prends bien sur toi. Hein. Ce qui ne te dit pas te rend plus fort. Donc, sois heureux de toutes les épreuves que la vie met sur ton chemin. Hein, n'est-ce pas? Les ressources sont en toi. Donc, ne m'en parle pas, c'est ton problème. Hein, voilà. Les autres n'ont pas les solutions, et puis tu souris, et puis tu fermes bien ta gueule, en fait. La pensée positive, c'est dire aux gens qui ont des problèmes, fermez bien vos gueules. Quand on regarde un peu en profondeur ce que ça veut dire. Donc, moi, je trouve que ça ne va pas, hein, mais en plus, ça a des conséquences. C'est que la pensée positive, elle valide le système en place, puisque comme le problème, c'est comment les gens se ressentent, bah, le système, c'est pas sa faute. Hein. On blâme les gens, c'est de votre faute si ça ne va pas, donc tu fais un effort. Ça vise l'obéissance et la conformité. Ce n'est pas forcément un idéal qu'on devrait partager. Et les patrons en raffolent. Moi, je ne suis pas invité tellement à faire des conférences en entreprise. Parce que ce que je dis, les patrons, ça ne leur plaît pas tellement. Mais s'ils m'invitent, j'y vais. Hein. Parce que voilà, la positive attitude, c'est de dire rien ne doit changer à part les gens qui sont malheureux, c'est de leur faute. Et puis nous, on fait ce qu'il faut. Et donc, la pensée positive, ça empêche de penser le contexte, ça cache les rapports de force, ça inhibe la communication et ça isole les victimes. Donc, sous des aspects comme ça de choses très positives ou de petites phrases comme ça de philosophie orientale, tibétaine, où on vous invite à regarder les fleurs, à lâcher vos médicaments et aller dans la forêt, hein, qui est le vrai médicament. En fait, c'est un discours qui enferme les gens et qui éloigne les solutions collectives. Bon. Un petit mot sur une phrase que... Il y aura peu d'exemples concrets aujourd'hui, mais je n'ai quand même deux. Celui-ci, vous avez probablement entendu ou prononcé « il faut avoir le moral pour guérir ».
Hein, vous avez un ami qui est très malade, surtout garde le moral, hein, parce que le moral c'est important pour guérir, machin, etc. Donc là, moi j'ai plusieurs problèmes avec ça, donc on va... Alors, qui a déjà entendu ou prononcé sans que ça le choque cette phrase? Moi ça m'est arrivé, voilà. Je ne veux pas vous accuser, mais on va prendre un peu de recul, on va être critique par rapport à cette phrase. Elle est fausse. Voilà, la science me dit, le moral n'a pas d'effet sur la guérison. Madame dit comme ça, je vous comprends, on a tellement entendu qu'on y croit. Le moral a un effet sur comment je me ressens. Voilà. Si je dois mourir dans un mois, mais que je me sens bien, c'est mieux que si je me sens mal. Mais enfin, à la fin, on meurt quand même. Donc, le moral ne guérit pas les gens, ça n'est pas vrai. On a des études, si vous voulez des sources, j'en aurais... mais là, je ne les ai pas amenées. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce que ça implique de dire ça aux gens? Vous avez quelqu'un qui est malade, qui fait bonne figure, qui fait des efforts, et on lui dit, garde le moral. Parce que c'est important pour guérir. Si ça se trouve, il n'a pas le moral et il vous le cache. Pas de chance. Moi, j'étais très malade, le moral, c'était pas terrible. Quand on disait, peut-être je vais mourir si j'ai pas le moral, ça sera ma faute. Donc, quand on fait ça, on rend les gens coupables de ce qui leur arrive. Pensée positive. Pensez à toutes les médecines parallèles qui disent vos maladies, ce sont des pensées que vous n'avez pas digérées. Hein. C'est votre faute, en fait. Hein, voilà. Donc, vos gueules. Bon. Et même si ça part d'une bonne intention, parce que souvent, on ne sait pas quoi dire, ce que ça dit, en fait, au malade, c'est « Oh, tu es très malade, tu vas mal, mais garde le sourire parce que moi, je préférerais. Moi, je me sens mal, que tu ailles bien. Fais un effort pour aller bien pour les autres, en fait, s'il te plaît. » Voilà. Alors, on peut comprendre, mais ça n'aide pas la personne concernée. Donc, si on se retenait tous de dire cette phrase, les gens iraient mieux. Mais à force que ça circule et qu'on croit que c'est vrai et qu'on ne vérifie pas, on se rend coupable de partager une phrase qui a l'air innocente et positive et qui est une horreur. Voilà à quoi je sers, et donc je vous ai déplu là très fortement, donc là je suis désolé. Restons optimistes, hein, mais donc pas de positif parce que ça n'aide pas. Alors, malgré tout, il y a de bonnes raisons d'être pessimiste dans le monde actuel. J'en ai listé quelques-unes, je ne vais pas les lire, vous voyez un peu. Il y a plein de croyances bizarres qui rentrent dans la tête des gens, qui ne les aident pas, qui nous rendent stupides. Il y en a un là en bas à droite qui a actuellement enseigné des bouquins. Voilà. Bon, c'est compliqué d'être optimiste. Et puis dans les médias, on a tout et n'importe quoi, essentiellement du mauvais. Et puis on a une grosse épée de Damoclès qui est le climat. C'est compliqué de dire aux enfants qui ont 10 ans, ça va être bien quand tu seras grand. Moi, j'attendais l'an 2000 quand j'étais petit. Voilà. Je ne sais pas ce qu'attendent les jeunes d'aujourd'hui, à part la fin du monde. Donc, le pessimisme, évidemment, il nous tend les bras. Et je vais essayer de vous dire de ne pas l'embrasser. On pourrait se dire, quand on voit tout ça, que les gens sont bêtes, parce qu'il y a plein de croyances stupides qui remplissent la tête des gens, et nous, on voit facilement l'idée bête dans la tête de l'autre. Alors, nous avons tous ici présents, tous sans exception, dans nos têtes des idées fausses. Et on ne sait pas lesquelles. Parce que si on le savait, on changerait d'avis. Hein. Donc, mauvaise nouvelle, vous avez des idées peut-être même importantes pour vous qui sont totalement fausses, et vous n'avez pas fait l'effort de les examiner, et peut-être que vous ne le ferez jamais, et ce n'est pas forcément grave. On n'est pas là pour vous emmerder, mais au minimum, il faudra demander, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup? Parce que des fois, il y a des croyances qui ont des conséquences sur nos choix. Est-ce que ça veut dire qu'on a des gens bêtes partout qui croient des bêtises parce qu'ils sont bêtes? Est-ce que les gens pensent mal? Ce n'est pas mon propos, mais en tout cas, on est tous biaisés. Et être biaisé, ça a un sens, hein. Notamment, on a le biais d'internalité qui fait qu'on a tendance, tous autant qu'on est, plus ou moins, sauf les dépressifs, qui sont des gens bénis des dieux, sauf que c'est une maladie, hein, on a tendance à penser qu'on agit, nous, en raison de motivation interne, on sait pourquoi on agit, et les autres, ils sont plus manipulables. Ils réagissent à ce qu'ils entendent, ils sont manipulés, ils croient à ça parce qu'ils sont dans une secte, mais nous, non. Nous, jamais. La secte, c'est l'autre, hein, bien sûr. Donc, le fait de croire que les gens sont manipulables, ça a des conséquences. Et en fait, rassurez-vous, ils le sont un peu moins que ce qu'on croit. Un peu. On a tous un peu... alors, surtout là, à part les dépressifs, on a tous un mythe sur confiance. On a tous tendance à penser qu'on est un petit peu meilleur que la moyenne, dans tout, quasiment. Ce qui n'est pas très possible. Hein. On ne peut pas tous de toute la moyenne. Mathématiquement, ça ne marche pas. Je ne vais pas vous faire des cours de maths. Et donc, on a tendance à penser qu'on est tous un peu plus malins que la moyenne, un peu plus intelligents, et tous un peu plus moraux que la moyenne quand on fait des tests et comme aux gens de se situer. Tout le monde,
dit qu'il est plus moral que la moyenne, même quand le questionnaire il est posé en prison. Pourtant, il y a un contexte qui indique aux gens qu'ils sont là parce qu'ils n'ont pas forcément respecté les règles. Non, non, ils sont plus moraux que les autres. Bon. Donc, ce biais n'est pas forcément sans avantage parce que ça nous empêche d'être trop dépressifs. C'est bénéfique pour notre image de nous-mêmes. Et l'image de soi, dans la mesure où la vie est courte et compliquée, autant en profiter, donc c'est pas forcément un... Mais le problème, c'est les jugements qui vont avec. Et ces jugements, c'est qu'on est un peu misanthrope, puisque on a tendance à penser que les humains autour de nous sont un peu bêtes, un peu lâches, un peu méchants, alors on s'attend au pire de leur part. Du coup, on n'est pas très charitable, et on les juge très vite, et on ne devrait pas. Donc, pour être optimiste, arrêtons de juger mal les gens. Ça commence là, en fait. Alors, c'est facile à dire, mais je vous tends le relais, à vous de jouer. Donc, j'en reviens au biais. On est tous biaisés, et les biais ont tendance à aller un peu tous dans le même sens de ce type de jugement. Qu'est-ce que c'est qu'un biais? C'est une déviation systématique dans le traitement cognitif de l'information. Voilà. Pourquoi? Parce que le cerveau qui est dans notre tête, il a une histoire, ça fait des milliards d'années que des animaux existent, au moins que les animaux existent, et qu'on a un système nerveux central, donc on a des automatismes qui sont très anciens, très ancrés, donc on a des raccourcis mentaux. Les biais, c'est pas des malfaçons. C'est le cerveau qui, dans la plupart des contextes, raisonne plus vite que la raison et tombe juste. Je vais dire un truc qui va vous choquer. La plupart de nos stéréotypes sont vrais. Et ceux qui sont faux sont graves. Ils sont gravement faux, mais la plupart sont vrais. On juge les gens sur leur apparence, on est à peu près juste sur ce qu'ils pensent. Voilà. On ne se trompe pas beaucoup, mais les fois où on se trompe, on ne se rend pas compte, parce que comme on ne se trompe pas souvent, on croit qu'on ne se trompe jamais. Bon. Tout ça, c'est une origine donc, évolutionnaire. Je ne vais pas faire un cours de biologie. Moi, je suis biologiste, donc c'est un peu mon entrée sur la question. Ça a des contraintes psychologiques. Le cerveau, il a des fonctions. Il faut qu'il nous garde en vie un maximum de temps, donc du coup il fait des raccourcis pour qu'on reste en vie. Et bien sûr, les facteurs culturels et sociaux ont une importance considérable, mais c'est au-dessus. Voilà. Et donc ces biais-là, on ne pourra pas s'en défaire. Je suis biaisé, vous l'êtes. Quand on est un petit peu entraîné à la pensée critique, on est entraîné à faire attention, mais on est biaisé quand même. Et pour vous donner une image, c'est exactement comme tout ce qui va être de l'ordre de l'illusion d'optique. On a beau savoir que l'image ne bouge pas, alors je sais pas, ça dépend comment vous êtes placé dans la salle, mais on a l'impression que ça bouge. Qui voit pas que ça bouge? Ouais, bon, alors, du coup, ça dépend de l'angle, c'est de votre faute. Soyez le changement que vous voulez dans le monde, faites un effort, le problème est en vous. Ok, c'est pas ma faute. Il y a plein d'illusions d'optique que vous pouvez consulter. Il y a un décalage entre ce que l'image est et comment on l'aperçoit. Et ce décalage-là, c'est le lieu de plein de biais possibles. J'en ai une autre, mais là, ça bouge. Alors, attendez, ne bougez pas, moi, voilà. Vous allez regarder le carré noir à gauche. Et à droite, les 5 tâches vont bouger et il va se passer un truc. Il se passe ce qu'on appelle la régression, l'illusion de la régression à l'infini. On a l'impression que les 5 points sont en déplacement constant vers la droite, comme la plupart des grandes démocraties actuelles. Mais là, c'est une illusion. Parce que quand on fixe alors, je ne vais pas vous expliquer en détail ce qui se passe, mais en gros, voilà, entre ce qu'il y a sur l'image et ce qu'on perçoit, il y a un décalage. Et on a beau savoir que les points font uniquement des mouvements de haut en bas, on ne peut pas ne pas voir l'illusion qui est produite par nos sens. Donc les biais cognitifs, c'est des jugements qu'on porte, ça nous paraît vrai, aussi vrai que le mouvement qui est là, et on ne peut rien y faire à part douter un peu de soi. Et donc la zététique que je pratique, c'est l'art du doute. J'essaye de douter de moi, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, évidemment. Donc voilà, ces illusions-là, elles sont en nous, on ne peut pas ne pas les voir, et ça a des conséquences. Et donc il y a différents types de biais, on va en voir quelques-uns. Biais de disponibilité, par exemple, c'est le fait que notre jugement, et d'ailleurs on a, par malchance, on a un exemple qui date d'hier, il y a eu un crash en Inde, voilà. Quand on est exposé à des événements, et qu'on les retient, ça va faire varier notre appréciation de la probabilité que ça se reproduise. Donc, quand on voit une image de crash d'avion et qu'on prend l'avion la semaine suivante, on est plus inquiet que s'il n'y avait pas eu de crash avant. Pourtant, les stats ne bougent pas actuellement, mais on est plus inquiet. Donc, les événements qui nous parviennent, qui sont couverts par la presse, par les médias, par CNews, puisqu'ils en parlent, on les retient, et donc ça change comment on voit le monde. Et c'est très puissant. C'est pour ça que... Si les milliardaires achètent les médias, c'est pour ça.
Ils savent bien ce qui se passe. Bible de simple exposition, c'est un peu la même chose, c'est juste que les éléments qu'on nous ramène à l'attention, plus on est exposé à un stimulus, plus il nous paraît familier, et plus on a tendance à lui associer des jugements positifs. À la radio, si on vous passe cet homme-là en boucle, à la fin, vous finirez par l'aimer, et c'est triste, évidemment. Hein. Mais ça arrive à plein de gens bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils aiment parce qu'on les a matraqués avec tout ça. Et encore une fois, les grands producteurs, les majors, qui gagnent de l'argent avec ça, le savent très bien aussi, et donc on est manipulé. Enfin, biais du survivant, c'est un biais qui, je vais lire le texte avec vous, nous attribuons le succès d'une stratégie à des traits saillants que partagent ceux qui réussissent, et ces cas visibles, donc les survivants, en négligeant ceux qui ont échoué ou disparu de l'analyse. Donc on a des conférences TED, par exemple, où des gens sont là, ou comme moi, on est présent sur scène, et ils vont vous dire, moi j'ai réussi ma vie, je suis milliardaire, parce que j'ai eu l'audace, et faites comme moi, de dire à papa, non papa, je ne prendrai pas la boîte après toi, j'irai faire mes propres aventures et j'ai créé mon entreprise grâce à des prêts des amis de papa. Faites comme moi. Non. Celui qui réussit comme ça et qui dit qu'il a réussi grâce à son talent et à ses efforts, et lui qui a plein de mecs à côté qui n'ont pas réussi et qui avaient autant de talent, qui ont fait autant d'efforts mais qui n'ont pas réussi. Donc est-ce que la personne qui a réussi est la mieux à même de savoir pourquoi elle a réussi? La réponse est non. Mais elle a un discours qui a eu en valeur. J'ai réussi grâce à mes qualités. Et quand j'échoue, quand j'ai 0 en maths, c'est à cause du prof. Quand j'ai 20, c'est grâce à mes qualités. Et donc ce biais, par exemple, là, on a l'exemple, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais et les Allemands se disputent beaucoup. Les Anglais envoient des avions bombarder des lignes allemandes, et les Allemands canardent les avions anglais. Ils en perdent 50%. Et donc, les Anglais se disent, si on perd la moitié de nos avions, ça va mal finir, il faudrait qu'on les blinde. Mais si on blinde tout l'avion, ça fait un char d'assaut, ça vole mal. Donc, il faut blinder un minimum. Donc, ils regardent dans les avions qui rentrent à la base où est-ce qu'on a les impacts, pour savoir où est-ce qu'on va blinder. Et donc, ils disent, on va blinder là où c'est rouge. D'accord, pas d'accord? D'accord? Vous êtes très prudents, c'est bien? Qui connaît le truc? Pas d'accord? Là où c'est rouge, c'est là où l'avion est touché, mais rentre quand même. Quand la balle traverse la tête du pilote, l'avion ne rentre pas. Un impact, c'est mort. Donc on va blinder le cockpit et les moteurs. Regardez, les moteurs sont intacts. L'avion qui rentre a des moteurs qui marchent. Donc si on oublie que 50% de ceux qui sont morts sont touchés ailleurs que ceux qui rentrent, si on oublie qu'on se base uniquement sur la moitié des données et qu'on n'a pas les autres, on raisonne mal. Or, on oublie que les données sur lesquelles on raisonne sont incomplètes, en général. C'est clair? Hein? Je continue? Bien. Donc, en pensée critique, la notion clé, c'est la confiance. L'esprit critique, je l'ai parlé tout à l'heure, il y a une autre définition qui a été donnée dans un rapport en 2021 ou 2020, voilà, qui dit l'esprit critique, c'est une définition qui ne fait pas consensus, mais elle est intéressante, c'est l'ensemble des capacités qui permettent d'évaluer la qualité épistémique. Épistémique, c'est ce qui a trait à la connaissance. Des informations disponibles en vue d'une prise de décision et de calibrer correctement sa confiance en ces informations selon les résultats de l'évaluation. Et donc, le mot confiance, il est au cœur de la question. Et donc, l'esprit critique, en fait, essentiellement, si on veut le résumer, c'est la capacité qu'on a à savoir à qui on peut faire confiance. Parce que soit je refais toute la démonstration de Pythagore, de Thalès et d'Einstein et compagnie tout seul, soit je fais confiance à ceux qui savent faire. C'est l'un ou c'est l'autre. Moi, j'ai choisi. Hein. Et donc, quand on vous dit « pense par toi-même », ça nous rappelle ça. Hein? Soit le changement que tu veux voir dans le monde, pense par toi-même, libère-toi des autorités, etc. Et en général, ils disent « pense par toi-même », en dessous, ils citent un auteur. Pense par toi-même, comme l'a dit Kant, ou un autre. Alors déjà, s'il faut penser par soi-même comme Kant, c'est mort. Hein. Celui qui dit une fois, il a raison. Celui qui cite le premier, déjà, il a perdu. Donc, penser par soi-même, c'est un peu l'illusion que pourrait donner mon discours. Je ne vous dis pas de penser par vous-même, soyez autonome, hein, mais le problème, c'est que on pense avec les gens autour de nous. Les gens qui pensent être des lonely cow-boys comme Lucky Luke qui pensent tout seuls se font des illusions totales. Hein. Et puisqu'ils se font des illusions, ils se mettent à la merci de tous les biais dans nos groupes.
plus on pense penser par soi-même, plus on est manipulable par ceux qui savent que c'est pas vrai. Les masculinistes qui disent aux gens écoutez vos intuitions sur ce que c'est qu'un homme, que c'est qu'une femme, bah, vos intuitions, elles sont un peu fuckées, hein. Puis elles sont construites surtout, hein. C'est pas des vraies intuitions. Donc, on a tendance à penser comme le groupe auquel on appartient et à quel on va s'identifier. Et donc, si on croit qu'on pense par soi-même et qu'on est le jeu de ce type de biais, ce qui est inévitable, on va tomber dans la pensée de meute, dans le tribalisme et dans le sectarisme. Alors, c'est pas une fatalité, hein. La plupart des gens sont quand même raisonnables. Surtout là, vous êtes, je le sens, vous êtes bien. C'est le genre dehors, vous, ça va. Parce que là, on est dans l'an de groupe. Hein, bon. Donc, penser par soi-même, c'est un peu dangereux comme mantra, parce que le bilan de groupe amène, enfin, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe, dans comment je prononce, c'est que voilà, on baigne tous dans un bain social un peu différent de là où on est, et il y a des champs de force qui nous influencent, on n'en est pas conscient. C'est comme le poisson dans l'eau, l'eau est là et le poisson ne le sait pas. Nous, on sait qu'on a de l'air, mais le poisson non. Et donc, on ignore qu'on est influencé de mille manières. Et être influencé, c'est pas un mal. Je veux être influencé par les grands chercheurs, par les Lumières, par les humanistes. Je le veux. Je suis consentant, mais pas par d'autres. Et donc, ce bilan de groupe, il n'est pas dû à des défauts personnels individuels. On est capable, lorsqu'on s'arrête et qu'on se questionne, de prendre un peu de liberté. Mais il y a des mécaniques sociales qui nous empêchent de le faire. Et donc, puisqu'on voit des croyances stupides omniprésentes et qu'on pense avec les autres, on va avoir tendance à penser que les gens qui pensent bizarrement, c'est de leur faute, et en fait, souvent, ils sont victimes. Il y a une métaphore qui dit que, alors elle est fausse, hein, mais elle est intéressante, que notre cerveau est un peu comme un hôte qui reçoit des idées comme des microbes. Donc on est infecté par les idées, la métaphore de l'épidémie, et parfois, c'est quand même pas ma faute si la grippe m'a chopé. Même si on dit que j'ai attrapé la grippe, moi j'ai rien fait, hein, elle est venue tout seule. Hein. Donc les idées qui sont dans notre tête, on n'est pas coupable. Alors après, on est coupable de ne pas faire l'effort de se demander, hein, mais au minimum. Et donc, je veux être optimiste parce que les croyances stupides qu'on voit autour de nous ne sont pas dues à un défaut de compétence des gens, c'est pas une preuve de bêtise, les gens bêtes existent, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais c'est pas ça le cœur de la guerre, c'est plutôt la conséquence des champs de force sociaux, culturels, de l'influence, des réseaux sociaux qui accélèrent tout ça. Et donc, c'est rassurant d'une certaine manière. Et donc, on peut être optimiste, et donc je remplis mon contrat, parce que si jamais le problème était à gauche, il n'y aurait pas de solution humaniste. Ce serait le déterminisme social. On élimine les gens, on les stérilise, parce qu'ils sont bêtes, c'est dans leur essence personnelle. Et en fait, non. Il y a des solutions, puisque les conséquences, c'est culturel, eh ben, on va créer les conditions culturelles pour du débat intelligent, pour de la délibération et pour de la coopération. Parce que la plupart des gens, le complotisme, c'est une maladie de la confiance. C'est pas des gens bêtes, c'est des gens qui ne veulent pas faire confiance dans les sources que nous, on estime être les plus fiables, même si elles sont pas fiables à 100%. Et donc, il est quelle heure? Suis-je en retard? Pas trop, ça va. Alors oui, je parle trop vite, mais c'est à cause du temps. Mais je vais me calmer du coup, parce que je ne suis pas en retard. Donc voilà, ça, on peut être optimiste parce que des solutions, on peut en construire. C'est pour ça aussi que les influences actuelles qui vont dans un sens identitaire, panique, droite, etc., sont dangereuses, parce que ça marche. Et donc je veux revenir à des définitions, parce que l'intelligence, ça existe, la rationalité, ça existe, mais comment est-ce qu'on les définit? Bon courage. Alors pour l'intelligence, il y a le QI qui marche bien, mais qu'est-ce que ça mesure pour de vrai? Ça mesure la compétence, la capacité à réussir sa vie dans le bon conformisme qui va bien. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Peut-être, mais c'est un peu court. Donc, être intelligent, c'est savoir faire des opérations mentales rapides, pouvoir passer d'une opération mentale à une autre, avoir une bonne mémoire, maîtriser le langage, etc. Il y a plein de dimensions. Bon. Et on sait mesurer parce que, en gros, tout est corrélé, plus ou moins. Et être rationnel, c'est autre chose. On peut être intelligent et pas rationnel. L'inverse est vrai aussi, même si c'est moins courant, mais c'est possible. Être rationnel, c'est être logique et cohérent, mais pas que. Être rationnel, c'est mettre en conformité nos valeurs et nos actions. C'est être un petit peu cohérent, un petit peu, voilà, assumer un peu ce qu'on pense et comment on le pense.
Et du coup, l'intelligence, c'est compliqué d'interagir dessus, enfin d'avoir un impact, parce que d'abord, c'est biologique, en bonne partie, et puis c'est dans l'histoire de l'individu où ça se conduit, donc c'est compliqué. Mais la rationalité, il est peut-être possible d'agir. Donc j'ai une métaphore qui est fausse, mais qui est utile. Être intelligent, ça va avoir un gros moteur dans votre voiture, on va vite, on va loin, sauf que si on ne freine pas et que la route est montagneuse, on est mort. Et donc il y a des penseurs très 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 forts qui sont des prix Nobel, qui sont habitués à avoir raison, et puis sur un sujet où il faudrait être prudent et freiner, ils ne freinent pas. L'effet Nobel, ça s'appelle. C'est des gens intelligents, puis sur un sujet en particulier, ils dérivent totalement, et ils sont incapables d'accepter que peut-être ils pourraient avoir tort. Donc, le penseur critique, c'est quelqu'un qui ne pense pas vite. Je freine le train de mes inférences, et je prends le temps de me demander, mais pourquoi est-ce que je crois ça? C'est quoi ma source? Qui m'a dit ça? J'ai vu ça où? Et on vérifie. Et votre métier à vous, il est utile là-dedans parce que vous êtes parmi les experts, des gens qui savent où est-ce qu'on trouve l'information. Comment on remonte à l'info? Comment je me documente? Comment je peux recouper les différentes infos? Et dans votre métier, je suis content d'être là parce que votre métier, il est au cœur de la problématique de comment on incite les gens à freiner un peu et à ne pas vouloir une réponse rapide en 5 secondes sur mon téléphone. C'est la maladie du siècle, ça. Tous les problèmes compliqués ont des réponses simples et fausses. Donc, en 30 secondes, je peux le dire, mais ce n'est pas idéal. Donc, il faudrait qu'on rende socialement valorisé le fait de ne pas avoir un avis sur tout, de se retenir, de ne suivre pas un changement et de prendre le temps de vérifier et que ce soit bien vu. Or, actuellement, on adore avoir à la télé des experts qui ont la réponse en 2 secondes, y compris sur ce qui déborde de leur champ de compétences. Donc il faut fermer toutes les chaînes d'infos en continu. Moi, président, je ne me présente pas. Donc, on revient à l'esprit critique, avec sa définition. Et donc, on a 2 dimensions qui sont la compétence et la disposition. Et la compétence, alors, on peut entraîner les gens, l'école sert à ça, mais la disposition, c'est ce que moi, je peux travailler. Je peux, en vous donnant des exemples de biais cognitifs, d'illusions ou de pièges dans lesquels vous tombez, vous donner envie d'acquérir des méthodes que moi je connais et que j'applique mal, comme tout le monde, mais je fais des efforts, vous donnez envie de le faire, et vos métiers, vous pouvez être des relais, comme les profs, être des relais pour que d'autres en aient envie. Et puis vous pouvez faire une autre distinction sur la rationalité, parce que c'est un truc que moi j'ai découvert, moi ça fait 10 ans que je bosse là-dessus, et j'avais pas conscience d'un truc, et donc j'ai découvert un truc étonnant, vous allez voir, c'est qu'il y a 2 formes de rationalité, épistémique et instrumentale. Et moi je viens des sciences, de la biologie, voilà, de l'étude du paranormal du point de vue sceptique. Et moi, je suis attaché à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est mon truc perso, donc moi, je suis du côté épistémique. Donc, cette rationalité, c'est je veux former des croyances sur le monde qui sont vraies, cohérentes et justifiées. Je ne veux pas croire des trucs faux. Je veux être logique, je veux être rigoureux, je veux des preuves empiriques. Et donc, je vise à ce que tout ce que je crois soit en accord avec le réel. Voilà, ça, c'est être dans une rationalité. Je vais articuler, dans une rationalité épistémique. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était tout ce qui existait en termes de rationalité. Et donc je défendais ça, et c'est hyper important, mais il n'y a pas que ça. C'est pas irrationnel de la part de quelqu'un de croire un truc faux. Parce qu'il y a des cas où il faut prendre une décision. Quand je n'ai pas les réponses, mais qu'il faut il faut que je juge sur ce que je sais, et parfois il faut s'engager. Donc c'est pas irrationnel, parfois on peut aboutir sur une décision qui est correcte, même si la réponse était fausse, parce que le but c'est d'avoir des objectifs, et surtout, on est des êtres sociaux, penser par soi-même c'est impossible. Moi j'ai intérêt à ce que qui je suis soit accepté par les autres. Donc si je vis dans la société du XIe siècle, où la Terre est immobile et c'est le Soleil qui tourne, j'ai plutôt intérêt à le croire. J'ai très intérêt à le croire, et à pas dire le contraire. Et si, dans le siècle où je vis, il y a des croyances vraies, mais qui me mettent en danger si je les crois et si je les partage, ne pas les croire, ça va vite éviter que j'en parle. Donc il y a un intérêt personnel, individuel, à ne pas croire ça. Et au niveau du groupe, le groupe a quand même des avantages si les individus peuvent se supporter, interagir entre eux et ne pas s'engueuler constamment. Donc si les gens se mettent d'accord sur une idée, même si elle est fausse et conne, mais que ça évite qu'ils s'entretuent, il y a un avantage.
Donc la paix sociale n'est pas non plus qu'un problème. Donc voilà. Et c'est rationnel comme ça. Et donc j'ai 2 exemples. Un pneumologue qui fume. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Du point de vue épistémique, il a les infos, il sait que c'est pas bien. Et du point de vue instrumental, bon bah lui sur le coup, ça lui fait plaisir. Voilà, il a son jugement à lui, il est libre, il est grand, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Mais on peut le juger quand même. Hein. Et un employé qui feint de croire à l'astrologie parce que le patron y croit. Ben là, pour le coup, du point de vue instrumental, c'est rationnel. Parce que si le patron commence à le saquer parce qu'il est vierge, ascendant Capricorne, et on sait un peu comment ces gens-là posent des problèmes, bon, bah, de feindre d'être d'accord avec le patron, ça évite des problèmes. Donc, c'est rationnel, et il y a même pire que ça. J'avais coutume de dire que le loto est... Enfin, la phrase n'est pas de moi, hein, je l'ai volée. Hein, que le loto est un impôt sur les gens nuls en maths, parce que le loto a une espérance des gains négative. Quand vous jouez au loto, c'est la banque qui gagne, enfin, c'est pareil pour le casino. Et donc, moi, je l'étais resté à... Il faut vraiment être bête pour aller jouer au loto ou aller au casino. Et j'ai négligé un truc. C'est que la personne qui joue au loto et qui a un ticket de loto avec la cagnotte de 10 millions d'euros, pendant un jour ou 2, elle est potentiellement riche. Et bien, ce petit sentiment où je peux me projeter, est-ce que je m'achète un yacht ou un avion en premier? Et bien, ce petit plaisir-là, il vaut bien les 5 euros qu'elle a dépensés, en fait. Donc, moi, depuis mon jugement de rationaliste qui ne jure que par cette rationalité épistémique, je porte un jugement où j'ignore le fait que c'est rationnel par la personne par rapport à ses buts à elle, de faire des choix qui me paraissent un peu fous. Et si j'oublie ça, je ne suis pas rationnel, parce que j'ai un jugement qui est faux, en fait. Donc, ça rappelle tous les sceptiques à être un peu plus humbles dans nos jugements sur comment l'autre, là-bas, il est moins rationnel que moi. Rappelez-vous du biais de surconfiance. Et donc, la rationalité, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Et si on prend un peu de recul, les êtres humains, c'est des gens bien, on fait plein de trucs sympas, les humains. Bon, ils ont salopé le climat, c'est un problème majeur, hein, et les espèces disparaissent. Mais il y a des beaux trucs, le Taj Mahal, c'est vachement classe. Et quand on regarde un peu ce qu'on peut faire collectivement, il y a plein de projets. D'abord, la démocratie, qui est quand même un projet collectif. Il y a plein de projets qui sont très positifs et qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. La plupart des choses, enfin, quasiment tout ce que vous savez, c'est d'autres qui l'ont découvert pour vous. Voilà. À part là où vous habitez. Mais bon, le reste, on vous l'a appris. Donc, il faut être optimiste, et ce sera ma conclusion. Nous pouvons créer les conditions pour plus de rationalité pour l'humanité, en se rappelant qu'il y a plusieurs types de rationalité. Et si on perd l'optimisme, on ne va pas chercher les solutions. Qui les cherchera? Il nous faut des solutions qui soient sociales, techniques, politiques et scientifiques. Et même pour le climat, peut-être qu'il y a des solutions. Mais si on ne les cherche pas, on ne pourra pas les trouver. Et on a besoin que les jeunes de 10-12 ans se projettent dans l'avenir en voulant faire des sciences. En voulant faire de la sociologie, de la psychologie, de l'histoire, de la physique, tout ça, on en a besoin. Et donc le discours ambiant qui consiste à dire « c'est foutu », on va dans le mur, oh, profitons de la vie tant que ça dure, et toi mon enfant, bah, tu vas en chier. C'est un discours qui va tuer les vocations et tuer les solutions. C'est pas intelligent de le faire, et donc soyons optimistes, parce que ça pourra nous sauver. Merci beaucoup. Il me reste 20 minutes pour échanger. Il y a un micro qui pourra circuler. Donc, je prends vos questions ou vos remarques. Alors, pour les engueulades, c'est plutôt le lundi. Ça peut se faire aussi. Mais je vous écoute. J'ai fait 40 pile poil. C'est bien. C'est prévu comme ça. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai justement une question sur ce discours-là. Des fois, il est un peu assorti de considérations sur c'est la nature humaine, voilà, on est fondamentalement mauvais, donc ça ne sert à rien d'espérer. Je me suis confrontée à ce discours-là une fois et j'ai réfléchi à c'était quoi l'intérêt de porter ce discours-là. Parce que justement, il y a plein de preuves que c'est plutôt faux, quoi. C'est pas fondamentalement mauvais, un humain. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, si cette personne porte ce discours, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Et je pense que l'intérêt, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que je pense que vous y êtes confrontés, c'est... je pars du principe que tout le monde est mauvais, comme ça je ne suis pas déçue, et je peux faire mon petit bout de chemin, voilà, mais avec des œillères, quoi. C'est des œillères protectrices. Et
enfin, c'est quoi votre avis là-dessus? Et puis aussi, comment vous pensez qu'on peut convaincre ces gens que, au-delà du fait que c'est faux, c'est pas malin de tenir cette posture, c'est pas avantageux du point de vue de la rationalité instrumentale. Vous avez raison. C'est même encore plus simple que ça. Si les autres sont méchants, mes échecs, c'est pas ma faute. On en revient au biais d'internalité. Si les gens autour de moi sont mauvais et m'empêchent d'avancer, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est pas ma faute. Moi, je suis une bonne personne. Et autour, c'est les corrompus et la corruption existe. C'est des salauds et les salauds existent. Donc le remède à ça, alors il est facile à dire. Vous allez me trouver un peu naïf. C'est l'exemplarité. De montrer qu'on peut changer la vie. De montrer qu'on a confiance et que parfois la confiance n'en pas le contrôle et qu'on peut avoir confiance dans une source et malgré tout la critiquer. Il n'y a pas d'absolu. Que soi-même, on a des croyances, il faut l'admettre. J'ai des croyances, je ne suis pas sûr de tout. Et que donc, je dois calibrer ma confiance aux preuves que j'ai. Donc, je montre aux gens pourquoi je crois ce que je crois. Peut-être que j'ai tort, mais au moins j'ai des raisons de le faire. Et donc, argumenter. Et la plupart des gens, quand on en parle comme ça, bon, il y a des gens qui sont un peu perdus, qui sont un peu loin, qui sont réalisés, ils sont accessibles à ça, ils sont d'accord. Mais il y a une maladie sociale de la confiance qui n'est pas injustifiée. Les politiques nous baladent. Les grandes entreprises veulent notre pognon, pas notre bien. Les GAFAM, si on finit en enfer, mais qu'eux augmentent leur marge, ils s'en foutent. C'est vrai. Donc voilà, il faut essayer de naviguer en disant qu'il n'y a pas d'absolu. Nous, on n'a pas confiance absolument dans nos sources, mais on sait pourquoi on les préfère à d'autres. Et leur demander, mais toi, pourquoi est-ce que tu crois telle personne? Parce que la plupart des gens qui sont anti-vax, par exemple, ou anti-science, savent dire il y a des conflits d'intérêts, et c'est vrai, il y a des problèmes de reproductibilité, c'est vrai, ils voient les problèmes dans la science, ils ne voient pas que le monde scientifique a mis en place beaucoup plus de solutions que tous les autres espaces humains. Il n'y a pas de groupe humain plus exigeant que les scientifiques entre eux. Donc les problèmes qu'ils voient dans la science, ils sont pires ailleurs. Ils les voient, ils ont raison, mais pourquoi faire confiance dans un influenceur complotiste qui a des conflits d'intérêts, qui ment, qui n'est pas compétent, plutôt que des gens voilà, enfin, quand tous les scientifiques du monde, dans tous les pays du monde, disent que le climat change et que c'est dû aux humains, si c'est un complot, il est bien foutu. Hein. C'est pas crédible. Donc dire le contraire, c'est pas raisonnable. Mais alors après, il y a des gens qu'on ne peut pas sauver et il ne faut pas qu'on perde notre énergie. Il n'y a rien de pire que de se dire, lui là, il faut que je le convainque absolument, et on oublie les autres. 80% des gens sont raisonnables. 5% sont, évidemment, le mot fou. Il y a des gens qui, d'un point de vue rationnel, leur cerveau ne marche pas bien, ils ne raisonnent pas bien, et donc on ne pourra pas les convaincre. Il faut essayer quand même, mais si on perd notre énergie à vouloir absolument sauver tout le monde, on a un complexe du sauveur qui nous guette. Hein. Nous, les zététiciens, on a un peu ça. On voudrait que les gens arrêtent de croire des choses fausses. On veut les sauver. Mais personne ne nous a demandé ça, en fait. Donc, voilà. Sauvons-nous nous-mêmes, et puis, et donnons l'exemple. Et comme d'habitude, je dis ça, mais je n'y arrive pas. Ouais. Je ne sais pas où est le micro. Si quelqu'un veut... Il y a un monsieur là-bas, au fond. Levez la main, ceux qui veulent... Levez la main très haut, que je veux voir. Merci. Si c'est pour me contredire, c'est bien aussi, hein. Pas de problème. Merci. Oui, une petite question métier que je propose à votre réflexion, mais aussi à celle de la salle, qui concerne la question du pluralisme des collections dans les bibliothèques, alors qui souvent peut être pris sous l'angle du pluralisme politique, auquel cas c'est relativement facile d'y répondre, puisqu'on peut se dire qu'on va prendre l'ensemble de l'arc des propositions politiques, ou bien que les essais des hommes politiques et femmes politiques sont très vite démodés, donc on ne va pas forcément les acquérir. Un sujet qui est peut-être plus délicat, c'est ce qui concerne des croyances, ce qui est un peu le cœur de votre activité, des croyances irrationnelles, ce qui relève du paranormal, de l'astrologie, ou du développement personnel avec des dérives New Age, etc., qui peuvent être des demandes qui sont celles des usagers. Dans quelle mesure est-ce qu'on répond à cette demande?
Moi, je suis un adepte du bibliotourisme, comme peut-être beaucoup de collègues ici. Donc, j'aime bien visiter les bibliothèques à chaque fois que je vais dans une ville. Et très souvent, je trouve un rayon où il y a un certain nombre d'ouvrages sur le paranormal et pas forcément l'histoire de l'alchimie, enfin un travail de sciences sociales. Souvent, c'est du premier degré. Et ça me surprend toujours un peu de trouver ce genre d'ouvrage. Alors, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut peut-être les acquérir, mais justement s'en servir pour les mettre en débat? Dans quelle mesure, nous, on peut se permettre de dire bah non, ça ne relève pas de la rationalité? Voilà, c'est un sujet un peu délicat pour nous. Donc c'est là que c'est très important que je vous dise que votre métier, c'est le vôtre et c'est pas le mien. Vos problématiques, c'est les vôtres. Donc moi, j'ai un avis de loin, qui est que c'est compliqué de... Enfin, je ne peux pas être dans le camp de ceux qui bannissent des livres. Ça ne me paraît pas possible, donc je ne vais pas le dire comme ça. Mais en revanche, le choix de ce qu'on met en avant. Parce que ce qu'on met en avant dans des librairies où on vend des bouquins, du marché, etc., bon, l'ésotérisme, on est envahi. C'est-à-dire qu'il y a ça pour les sciences et il y a ça pour le bullshit. Hein, c'est comme ça. Dans vos espaces à vous, on n'est pas censé répondre à la demande mercantile. Donc il y a quand même un choix, un filtre. Donc moi, éventuellement, je dirais que ces ouvrages-là, il faut les avoir, mais pas devant. Dans la collection, c'est dans les demandes, il peut y avoir accès, mais voilà, moi je dirais ça. Et puis acquérir, éventuellement, les ouvrages méta. Ceux qui font mettre en avant. Quelqu'un qui s'intéresse à l'alchimie, il lira peut-être un ouvrage critique sur l'alchimie, ça va l'intéresser. Et peut-être que ça va l'aider à prendre du recul. Donc moi je pense qu'il faut mettre ça en avant parce que c'est des sujets qui sont respectables. L'astrologie. Ce qui est plus embêtant, c'est, on a vu passer la crise Covid, et c'est la palanquée de bouquins de merde par des gens qui ont un vrai statut de chercheur et qui mentent. Les Raoult, les Micheli, les Sabatier, etc. Bon. Moi je sais que ce qui est dedans c'est faux, que c'est trompeur, que c'est manipulateur, et que ça attaque la confiance, qui est l'ingrédient clé de la démocratie. Donc c'est dangereux, en fait. J'ai un avis là-dessus. Je ne sais pas comment vous pouvez, vu que c'est un sujet un petit peu chaud, est-ce que vous, dans vos métiers, vous dites là-dessus, on attend que la poussière retombe, et on attend 5 ans avant de publier, ou est-ce que, comme c'est un sujet chaud important, et que les gens en demandent, il faut répondre à la demande? J'en sais rien. Mais moi, par rapport à mes compétences, c'est cet aspect-là qui m'inquiète le plus, parce que là, on a vraiment une offre pléthorique de contenu, et ils se vendent, et ça rapporte de l'argent, du coup, ils en font d'autres d'ailleurs. Voilà. Moi, c'est ce qui m'inquiète, et j'ai aucun conseil à vous donner, parce que je ne sais pas ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Pour rester sur la question de l'esprit critique, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps un article dans la revue AOC, qui est une revue payante en ligne, qui remettait en cause l'appellation de biais. Parce que si on dit biais, ça veut dire qu'il y a une bonne manière de penser. Et donc l'auteur préférait proposer d'utiliser plutôt limite cognitive pour éviter de laisser supposer qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de penser. Donc comment vous appréhendez les choses? C'est en débat, personne n'est d'accord. Mais le mot biais, c'est imposé. Et je le trouve intéressant parce que c'est un peu comme, vous savez, la phrase de Boileau. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. Le bâton, il est droit, mais il est biaisé. Enfin, il y a un côté visuel aussi avec le mot biais. Je le trouve plus limite. Limite, je trouve que c'est pire. Ah, vous êtes limité comme garçon. Bah, voilà, donc, il n'y aura pas de mots gentils pour définir un truc. Et biaisé, ça montre aussi qu'il y a une direction au raisonnement avec une bonne solution. Il y a plein de situations où on a la solution, hop, on est biaisé, et c'est prévisible. La plupart des biais, on sait quelle sera votre erreur. Une balle et une raquette sont vendues ensemble 11 €. On sait que la raquette vaut 10 € de plus que la balle. Combien vaut la balle? Vous avez envie de vous dire 1 €, hein. Bah, non, c'est pas ça, mais c'est prévisible. Voilà. Et les manipulateurs, les marketeurs et les politiciens savent que selon comment ils vont cadrer leurs phrases, ils n'auront pas besoin de dire quelque chose pour que vous arriviez à la conclusion que c'est ce qu'il a voulu dire. Ils vont dire, mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Et donc, moi, je pense que le mot biais, il est un peu chargé. Moi, je l'assume. Après, si d'autres gens veulent un autre vocabulaire, j'ai jamais été sectaire. Hein. Les gens utilisent ce qu'ils veulent comme vocabulaire, il n'y a pas de problème. Après, je sais qu'il fait faim, mais...
On a encore 8 minutes avant que la ministre débarque, si jamais elle daigne venir, mais je ne sais pas. Je voulais en revenir sur la rationalité instrumentale et je me demandais si elle n'était pas un peu dangereuse dans le sens où si elle mène au relativisme, si chacun défend ses intérêts, est dans le pragmatisme, etc. Oui, moi j'ai dit qu'il fallait en tenir compte, je n'ai pas dit que c'était bien. Moi je suis côté épistémique, c'est ma valeur principale. Mais je serais en porte-à-faux avec ma rationalité épistémique si j'ignorais que les gens qui ne pensent pas comme moi, eux aussi ont des raisons, et parfois qu'elles sont bonnes, mais pas épistémiques. C'est un peu l'ironie du truc. Si moi je veux être rationnel épistémiquement, je ne peux pas ignorer qu'il y a des connaissances qui montrent que les gens raisonnent différemment de moi. Du coup, je peux leur parler sans les traiter de façon biaisée. Ils ont des raisons. La personne qui joue au loto, depuis que j'ai compris ça, je ne sais pas que j'ai beaucoup de débats là-dessus, mais si j'avais à débattre, je n'aurais pas la même approche qu'il y a quelques années où j'aurais dit mais c'est pas rationnel, regarde l'espérance des gains. Je questionnerais la valeur qu'elle accorde au sentiment voilà, de projection qu'elle a lorsqu'elle a tiqué. Parce que c'est là que ça joue en fait. Donc ça permet d'ouvrir un petit peu les discussions pour interroger les vraies raisons pour lesquelles les gens pensent ce qu'ils pensent. Pas pour leur donner raison, mais pour questionner. Donc les raisons instrumentales ne sont pas vraies en soi, mais comme elles sont là, les ignorer, c'est dangereux. Ça vous répond ? Oui, merci pour cette présentation. Moi, je ne voulais pas potentiellement poser de questions, mais peut-être 2 réflexions. La première, c'est pour rebondir sur ce que mon collègue a dit tout à l'heure sur le biais, le mot de biais et le fait que potentiellement il pose des questions. Moi, je m'occupe avec d'autres collègues, on fait partie du CA Île-de-France et on a fait une journée d'études l'année dernière sur l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos équipes, en tant que collègues. Et on a fait venir un philosophe. Et une des choses qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'est il nous a fait une sorte de... En gros, on a eu un panel historique de comment les personnes en situation de handicap pouvaient vivre à peu près depuis l'Antiquité et à quel point ça dépendait en fait justement de la société, etc. Et un des points majeurs, c'était qu'en fait, les mots qui étaient utilisés avaient changé au cours des siècles, mais que tous, à un moment donné, finissaient par avoir une consonance négative. On pouvait changer autant de fois qu'on voulait, oui. La consonance négative finissait par revenir et que ça faisait un petit peu Sisyphe, quoi. Quel intérêt de changer le mot au bout d'un moment voilà, à un moment donné, ça ne sert pas à grand-chose, a priori. Et deuxièmement, il y a le souci, me semble-t-il, alors c'est très général, hein, c'est clairement pas uniquement nous, mais là pour le coup on parle de problèmes de société, c'est-à-dire que il me semble qu'il y a un vrai souci en termes de connaissances scientifiques dans la population en fait. Il n'est pas normal en fait qu'un certain nombre de connaissances qui maintenant sont bien assises, qui font l'objet d'un consensus scientifique, ne soient pas connues de tous. Alors potentiellement après les gens pourraient refuser d'y croire, hein, c'est l'opinion de chacun, mais que tout le monde en ait connaissance à un moment donné en fait, ce qui n'est clairement pas le cas en fait. Et malheureusement je l'ai vu, certains collègues des gens tout à fait respectables par ailleurs, qui en fait n'avaient jamais eu connaissance de certaines choses et qui avaient des connaissances factuellement fausses, ce qui avait un impact sur les acquisitions qu'ils faisaient. Et c'est une vraie problématique en fait. Voilà, c'est... Typiquement, l'idée que le moral améliore la santé, probablement que la plupart... Je dirais qu'au moins la moitié d'entre vous y croyez en arrivant. J'espère que... Mais comme je n'ai pas prouvé mon dire, je n'ai pas sourcé. Mais ça a des conséquences sur comment on choisit les livres qu'on met en avant, évidemment. C'est une idée qui a des conséquences. Sur le mot handicap, on est très normatif, en fait. Je vais mal le dire, mais en gros, quelqu'un disait que le handicap, on le construit, en fait. Si on ne mettait pas des escaliers partout, il n'y aura pas de gens qui seraient handicapés par des escaliers. C'est les escaliers qui créent le handicap, en fait. Si on s'arrange pour que les PMR, comme on dit, puissent circuler, bah, leur handicap, il est réduit. Hein.
Et les mots sont vecteurs de jugement. Et comme vous dites, on aura beau les changer, ça va revenir. Et sur la littératie scientifique, mon travail, c'est moitié critiquer les croyances et moitié faire de la vulgarisation. Donc j'invite tous les mois des chercheurs, des chercheuses pour partager les connaissances, parce que on ne peut pas être un penseur critique si on n'a pas des connaissances de base sur le sujet qu'on veut critiquer. Si vous ne connaissez rien à l'immunologie, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un anticorps ou un lymphocyte B, comment voulez-vous comprendre un mini-débat sur les vaccins? Impossible. Comme on a des millions de gens qui sont experts du foot et du rugby quand on parle à la télé, on avait 50 millions ou 55 millions de gens qui étaient experts en immunologie en 2020. Parce que sur confiance, parce que... voilà. Donc oui, on a besoin de plus de culture scientifique. Et je suis alarmé de la baisse des heures scolaires en sciences. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je ne dis pas que c'est le volume qui est le plus important, mais enfin, on remplace par quoi? Alors, prof, c'est compliqué. J'ai fait un petit peu, c'est compliqué comme métier, donc je ne veux pas leur jeter la pierre, mais de toute évidence, c'est pas en réduisant le nombre d'heures de biologie qu'on va rendre les gens plus aptes à se défendre contre des discours faux sur la santé, en particulier. Donc je suis un peu inquiet, mais restons optimistes, hein, bien sûr. Voilà. Il nous reste 1 minute. Une dernière question peut-être, je sais pas. On peut déborder de 30 secondes. Ou sinon, je m'arrête là. Quelqu'un veut? Lancez-vous. À la 1, à la 2. C'est maintenant. Ah bah alors c'est fini. Merci beaucoup.